Intelligence artificielle plus droit. La notion d'intelligence artificielle, IA, est une notion qui va être difficile à cerner, tout simplement parce que son modèle, l'intelligence humaine, est déjà difficile à cerner, notamment parce qu'elle revêt plusieurs formes. L'intelligence humaine peut être mathématique, visuelle, spatiale, interpersonnelle, et elle procède par déduction, induction, analogie, compréhension, mais aussi intuition et imagination. Le flou qui entoure la notion d'IA alimente l'imaginaire collectif. Ce flou rend poreuse la frontière qu'il y a entre réalité et fantasme, entre science appliquée et science-fiction. Les déclarations des prophètes de la singularité, du transhumanisme, occultent la rationalisation du débat sur l'IA et n'aident pas vraiment à la simplification de la notion, à la compréhension de la notion. Le champ de recherche relatif à l'IA est extrêmement large. Il englobe le traitement du langage naturel, la robotique, les objets connectés, les neurosciences. Sera ici privilégiée une discipline qui recoupe presque toutes les autres, l'apprentissage machine, qu'on dit aussi automatique. Cet apprentissage machine s'opère grâce à la conjugaison de deux éléments, un jeu de données et un algorithme. L'apprentissage machine n'est pas du tout une technique nouvelle, mais deux facteurs récents l'ont hissé au rang des disciplines incontournables aujourd'hui de l'IA. Ces deux facteurs sont le big data et la vitesse de calcul des ordinateurs. Grâce à eux, l'apprentissage machine réalise des prouesses inimaginables auparavant. Les résultats sont à la fois très efficaces, car la machine les délivre en un temps record, et en même temps très fiables, car calculés à partir d'un nombre considérable de données dont la machine a pu se nourrir en amont. L'apprentissage machine peut être supervisé ou non par un humain. On dit également qu'il est renforcé lorsque la machine n'apprend pas seulement à partir des données qu'on lui fournit, mais qu'elle apprend aussi à partir de ses expériences, et en particulier ses échecs. Pour apprendre, la machine a besoin des données, mais également d'un algorithme. L'algorithme, c'est une méthode mathématique qui permet la résolution logique d'un problème. Contrairement à une idée reçue, l'algorithme n'est pas propre du tout à l'informatique. L'algorithme existe lorsque nous exécutons une recette de cuisine ou que nous cherchons un mot dans le dictionnaire. On associe aujourd'hui toutefois l'algorithme à l'ordinateur car sa puissance de calcul en fait l'exécutant rêver pour effectuer une tâche répétitive à grande échelle et sans erreur. Appliqué à l'apprentissage machine, l'algorithme peut être automatisé ou d'apprentissage. Dans le premier cas, l'algorithme se contente d'une opération déductive à partir des données qui lui sont transmises. Dans le second cas, l'algorithme opère par induction et il fait preuve de davantage d'autonomie. Les systèmes d'apprentissage sont très à la mode depuis quelques années. Certaines de leurs prouesses sont très médiatisées, notamment en matière de jeux d'échecs, de jeux de Go. Mais ces systèmes excellent, je crois, surtout dans notre quotidien. Je peux citer entre autres la matière fiscale, avec le calcul du taux de l'imposition sur le revenu, la matière bancaire, la décision d'octroyer ou pas un prêt, ou la matière médicale, la reconnaissance de mélanome, on en a parlé, la reconnaissance d'insuffisance cardiaque également. Autrement dit, les algorithmes font partie de notre vie, partie intégrante de notre vie, ce qui conduit à s'interroger sur leur place par rapport au droit. Sur le plan juridique, l'IA ressemble davantage à une notion cadre, une notion un petit peu floue, plutôt qu'à un objet qui aurait des contours précisément délimités. La mission du droit, qui consiste à encadrer les comportements humains, se heurte ici à une technologie qui est souvent imprévisible. La rencontre entre l'IA et le droit pose la question d'une nouvelle gouvernance qui relèverait de la première et qui échapperait au second. La doctrine juridique française témoigne de son inquiétude face à la venue de cette normativité immanente, de cette normativité extralégale, et cette doctrine dénonce parfois le risque d'une gouvernance par les nombres. Les algorithmes peuvent-ils véritablement concurrencer le droit traditionnel ? Gardons-nous d'une réponse hâtive, car la relation qui unit le droit à l'intelligence artificielle se révèle complexe et évolutive. Pour en rendre compte, je procéderai en deux temps, celui de l'affrontement d'abord, celui de la collaboration ensuite. Autrement dit, IA versus droit, un match déséquilibré, IA plus droit, une équipe gagnante. IA versus droit pour commencer. L'affrontement entre le droit et l'intelligence artificielle oppose deux logiques difficiles à concilier. D'un côté, une logique mathématique, plutôt désincarnée, l'IA. De l'autre, une logique certes rationnelle, mais avant tout humaine et sociale, le droit. Le match qui oppose l'intelligence artificielle au droit tourne en faveur de l'intelligence artificielle
en raison de l'emprise difficile du droit sur l'IA et en raison de la sujétion difficile de l'IA au droit. Abordons successivement ces deux points. D'abord, l'emprise difficile du droit sur l'IA. Le droit peine à comprendre l'IA et il peine aussi à la réglementer. Ces difficultés tiennent tant à l'autonomie de l'IA qu'aux limites du droit. L'autonomie de l'IA. L'apprentissage machine est souvent considéré comme une boîte noire par ses utilisateurs en raison de l'opacité du processus mis en œuvre. En matière d'apprentissage machine par renforcement, les programmateurs eux-mêmes s'étonnent du cheminement suivi par la machine. Ce qui m'intrigue, c'est que cela marche aussi bien, confie l'un des chercheurs en intelligence artificielle de chez Uber. L'incompréhension technique du fonctionnement de l'IA se répercute sur la réglementation et sur l'acceptation sociale de cette réglementation. En effet, le droit peine particulièrement à régir une technologie quand il ne la comprend pas. Et le risque sera celui de l'obsolescence de la loi. En France, la législation relative au téléchargement illicite d'œuvres, la législation dite Hadopi, montre le risque de cette obsolescence de la loi quand la technologie dépasse un petit peu le droit. Du côté des destinataires de la loi, l'absence de compréhension de la technologie et partant de la loi supposée la régir affaiblit l'acceptation de cette loi. En effet, la raison d'être de la loi, la ratio legis, implique transparence et compréhension. Leur absence pose problème. Leur absence ébranle même les droits fondamentaux du procès. Par exemple, quel recours juridique opérer contre une décision que l'on ne comprend pas et qui a été prise par une machine. Aujourd'hui, les systèmes d'apprentissage sont d'abord conçus pour être prédictifs plutôt qu'explicatifs, et je crois qu'il faut le déplorer, car une IA autonome est une IA sur laquelle le droit n'a pas d'emprise. Cette absence d'emprise découle également des limites du droit. La règle de droit est souvent mal adaptée à l'apprentissage machine et aux algorithmes. Je citerai un exemple, celui du droit d'auteur. Le droit d'auteur ne protège pas la création issue d'une machine non supervisée par un humain. La présence humaine dans la création d'une œuvre de l'esprit est la condition indispensable à cette protection. La célèbre affaire de la photo selfie prise par un singe qui avait subtilisé l'appareil photo d'un touriste le montre bien. Le droit d'auteur ne va pas davantage protéger l'algorithme qui permet le fonctionnement de l'apprentissage machine. En droit français comme en droit supranational, le législateur et le juge rappellent régulièrement, je cite, que l'algorithme, simple succession d'opérations ne traduisant qu'un énoncé logique de fonctionnalité, est insusceptible de protection. Cet exemple témoigne de la difficile emprise du droit sur l'IA. D'autres exemples montrent que l'IA s'affranchit parfois du droit. La difficile sujétion de l'IA au droit. L'IA s'affranchit souvent du respect de certains droits. Le constat est particulièrement net en matière de droit de la personne, où les programmes d'apprentissage machine sont susceptibles de déraper. L'IA se révèle alors tantôt biaisée, tantôt intrusive. L'IA biaisée d'abord. Elle se manifeste dans un contexte particulièrement sensible, celui de la justice prédictive. Aux États-Unis, plusieurs États recourent à des systèmes d'évaluation du risque de récidive de délinquants condamnés, et l'un de ces systèmes a beaucoup fait parler de lui récemment, l'algorithme Compass. Comment fonctionne cet algorithme ? Basiquement, c'est simple. L'algorithme compare le profil du délinquant jugé avec les profils des délinquants similaires qui figurent dans sa base de données. À partir de cette comparaison, le programme mesure le risque de récidive et aide ainsi le juge dans la détermination de la peine qu'il va prononcer. L'enquête d'un site web d'investigation a révélé que le programme Compass fixait un risque de récidive plus élevé chez des délinquants de couleur noire que chez des délinquants de couleur blanche, y compris lorsque les profils étaient identiques, bien sûr. L'étude de ce site a en outre montré que le programme ne se contentait pas de reproduire les biais humains, mais qu'il les amplifiait. Cerise sur le gâteau, le créateur du programme Compass refusait d'en dévoiler le fonctionnement au nom de la protection juridique qu'il détenait dessus. Dès lors, les personnes condamnées sur la base de Compass ont invoqué devant les différentes cours suprêmes des États-Unis une violation du droit au procès équitable. Et en 2016, un arrêt important de la Cour suprême du Wisconsin a jugé que le recours à l'algorithme Compass n'emportait pas violation du droit au procès équitable dès lors que la décision de justice ne se fondait pas exclusivement dessus. En France,
un garde-fou similaire existe, il est dans la loi informatique et liberté, qui nous dit, article 10, alinéa 1er, je cite, qu'aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données. L'algorithme donc. L'IA biaisée, mais également l'IA intrusive. Omniprésent dans nos vies, les programmes d'intelligence artificielle savent tout ou presque de nous. Une étude publiée en 2014 par les universités de Cambridge et Stanford en rend bien compte. Cette étude montre que l'algorithme de Facebook, qui analyse nos likes, le nombre de likes dispensés sur le site, cet algorithme de Facebook détermine le profil de l'utilisateur avec une acuité particulièrement troublante. Ainsi, l'étude montre qu'à partir de 70 likes, le réseau social connaît mieux l'utilisateur que ne le connaissent ses propres amis. C'est ça. À partir de 150 likes, le réseau connaît mieux l'utilisateur que ses parents, et avec 300 likes, il le connaît mieux que son conjoint. Les sites de commerce électronique fonctionnent de la même façon avec les algorithmes de recommandation. Il s'agit d'analyser nos habitudes passées pour anticiper celles à venir. La prévision du futur vise à orienter nos comportements. Elle menace donc notre libre arbitre. Ce procédé de l'IA intrusive est à mon sens beaucoup plus insidieux qu'en matière d'IA biaisée parce que l'IA intrusive ne nous dérange pas outre mesure. Elle favorise un confort numérique et elle prodigue d'agréables sensations. Cette sensation d'être reconnu lors de la connexion à un site déjà visité ou cette sensation que le moteur de recherche lit dans nos pensées au moment où il anticipe notre requête. Mais derrière ce confort 2.0, la violation du droit au respect de la vie privée est flagrante. Le secret de notre identité, nos déplacements sur la toile n'existent plus, ne sont plus du tout couverts. Un auteur explique en ce sens que le Big Brother des années 1980 a été remplacé par une Big Mother qui instaure une dictature discrète, une dictature douce qui repose sur le consentement tacite des individus. À l'issue du match joué entre l'intelligence artificielle et le droit, ce dernier semble donc perdant. Mais au fond, la lecture de l'affrontement est-elle la bonne ? Pour le dire autrement, est-il pertinent de faire s'affronter deux systèmes aussi différents dans leur finalité et leur fonctionnement ? Les différences substantielles qui existent entre le droit et l'IA commandent de délaisser le terrain de l'affrontement au profit d'un autre, celui de la collaboration. IA plus droit désormais, une équipe gagnante. Essayons de mutualiser les forces en présence plutôt que de les opposer. On change de point de vue et dès lors de nouvelles questions apparaissent. Comment le droit peut-il tenter de réguler l'IA tout en respectant son développement ? Et comment d'autre part l'IA peut-elle contribuer à l'amélioration du droit ? D'abord, l'encadrement juridique du développement de l'IA. En dépit de ce qui a été dit avant, on peut montrer que le droit dispose d'outils permettant de réglementer l'IA et de respecter son développement. Recourir aux outils existants permet de ne pas trop accroître l'inflation législative et permet aussi de démontrer la plasticité du droit, qui a déjà été évoquée, c'est-à-dire cette faculté du droit de s'adapter à des nouveaux objets. Pour autant, la perspective d'un droit sui generis de l'IA ne doit pas être tout à fait occultée, car l'encadrement juridique de l'IA passe parfois par un encadrement direct, c'est-à-dire un droit spécialement pensé pour l'IA. Encadrement indirect d'une part, encadrement direct d'autre part. L'encadrement indirect d'abord. Le carburant de l'IA, ça a été dit également, et en particulier en matière d'apprentissage machine, c'est la donnée. Une formule célèbre énonce « Data fuels economy ». En France, notre député et mathématicien Cédric Villani le dit également, je le cite, « La grande bataille est là, le droit des données ». Le droit réglemente le droit des données publiques comme privées. Pour les premières, les données publiques, la logique est celle de la diffusion et de l'accessibilité, alors que pour les secondes, les données privées, la priorité est plutôt donnée à la protection. Le droit des données existe, alors que le droit de l'IA, lui, n'existe pas véritablement. Or, puisque l'IA a besoin des données pour fonctionner, alors le recours au droit des données va permettre de réglementer indirectement l'IA. L'exemple du droit des données personnelles me semble remarquable, car il se vérifie tant en matière de droit français que de droit de l'Union européenne.
En 2014, dans l'affaire Google Spain, la Cour de justice de l'Union européenne ne s'est pas tant intéressée à l'algorithme PageRank de Google qu'aux dommages qu'il produit, en l'occurrence l'atteinte à la réputation de l'utilisateur. Que s'était-il passé? L'utilisateur rentrait son nom et son prénom dans la barre de recherche Google, et parmi les résultats proposés, il y avait la référence en fait à une ancienne vente judiciaire de ces meubles qui était survenue pour un impayé de cotisations sociales. La Cour de justice a considéré que Google réalisait bien un traitement de données personnelles lorsqu'il triait et qu'il sélectionnait les résultats de recherche. La Cour de justice a donc considéré que l'activité de Google relevait de la législation européenne sur le droit des données personnelles. Cette jurisprudence a été suivie en France, à la fois par les juges, à la fois par la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Les uns et l'autre ont rendu des décisions sur le fondement similaire pour condamner le célèbre moteur de recherche. L'encadrement juridique de l'IA peut aussi se faire de façon plus directe. Encadrement direct désormais. Dans le rapport qu'il a récemment remis au gouvernement, Cédric Villani considère, je le cite, que la loi ne peut pas tout, car le temps du droit est bien plus long que celui du code. Pour autant, certaines dispositions de la loi pour la République numérique du 7 octobre 2016 concernent directement les algorithmes. La loi consacre en particulier une exigence de transparence du fonctionnement de l'algorithme qui fonde une décision individuelle. Cette exigence de transparence vise à rendre l'algorithme accessible et compréhensible par la personne à laquelle il est appliqué. Celle-ci peut obtenir, je cite la loi, la communication des règles définissant le traitement algorithmique et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre. Ce nouveau droit a été mis en œuvre quelques jours avant l'entrée en vigueur de la loi, à la demande d'un collectif de lycéens qui désirait obtenir le code source du célèbre programme APB, Admission Post-Bac, un algorithme en charge de l'inscription des bacheliers dans un établissement d'enseignement supérieur. Il est intéressant de relever que même avant 2016, le droit français imposait la transparence de l'algorithme. Je citerai un avis de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui en 2015 avait condamné le refus de l'administration fiscale de communiquer le code source du logiciel du calcul de l'impôt sur le revenu. La CADA avait considéré que le code source en cause constituait un document administratif produit dans le cadre d'une mission de service public, ce qui justifiait donc sa communication à quiconque en faisait la demande. À côté de cette exigence de transparence de l'algorithme, le droit français pose un principe d'interdiction de fonder une décision individuelle sur la seule mise en œuvre de l'algorithme. Ce principe d'interdiction était présent dans la loi informatique et liberté de 1978, modifiée par une loi de 2004. Aujourd'hui, ce principe figure dans le célèbre Règlement européen de protection des données, le RGPD. Je cite son article 22. La personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de données. Restons vigilants toutefois pour deux raisons. D'abord parce que ce texte, comme celui de la loi informatique et liberté, est assorti de très nombreuses exceptions, d'une part. Et d'autre part, comme le relève un auteur, si on lit à contrario le texte, il s'en déduit que la décision qui serait fondée en partie, voire en très grande partie sur le traitement algorithmique, serait valable. Donc attention toutefois. On voit néanmoins que le droit réglemente l'IA, mais qu'il n'empêche pas du coup son développement. L'IA, quant à elle, peut réussir à améliorer le droit. L'amélioration du droit par l'IA. Cette amélioration se fait à deux niveaux. D'abord un droit plus efficace, ensuite un droit plus juste. Le droit plus efficace d'abord. Correctement utilisé, l'IA constitue un outil susceptible de renouveler la diffusion comme la qualité de notre droit dans la société. À cette fin, l'IA devra servir une justice davantage qualitative que prédictive. Le droit français s'inscrit parfaitement dans cette démarche, puisque dans la loi pour la République numérique, il a mis en place un service public, un open data des décisions de justice. Le texte nous dit, je cite, « Les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit et dans le respect de la vie privée des personnes concernées. » Des bases de données de décision conjuguées à des algorithmes vont donc voir le jour, et certaines d'ailleurs existent déjà. Elles sont utilisées par des entreprises privées de conseil. Les algorithmes ne vont pas juger à la place des magistrats, ils vont par contre favoriser une vision plus large des décisions que leurs homologues, que leurs confrères, auront rendues d'autres endroits du territoire. On peut donc espérer, en étant optimiste, une harmonisation des décisions rendues
et peut-être une diminution des biais qui sont présents dans certaines d'entre elles. Par ailleurs, les programmes d'apprentissage machine se révèlent efficaces pour évaluer une loi avant son entrée en vigueur. En France, le logiciel WorkSim, qui modélise et simule le marché du travail français, a permis en 2016 de tester la loi travail, la loi dite travail, avant son entrée en vigueur. Ce travail inédit sur l'efficacité de la loi permet de lutter contre le risque d'obsolescence de cette loi, qu'on a décrit tout à l'heure. L'efficacité de l'IA au service du droit impliquera toutefois que soit contrôlé l'algorithme qui va être mis en œuvre. Pour le dire autrement, il faut à la fois auditer la loi, mais aussi auditer l'audit. Des initiatives de ce type existent déjà, je pense notamment à la plateforme Transalgo, qui évalue la responsabilité et la transparence des systèmes algorithmiques. L'IA sert un droit plus efficace, mais aussi, je terminerai par là, un droit plus juste. L'IA questionne le mode traditionnel d'élaboration de la norme juridique. Pourquoi ? Parce que l'apprentissage machine repose en partie sur un système inductif, c'est-à-dire qu'il part du fait pour aller vers la norme générale. C'est donc finalement à contre-courant du classique syllogisme juridique qui, lui, opère par voie déductive. Dès lors, le modèle de l'apprentissage machine permet de repenser le sens de la normativité, le sens comme direction d'abord. Le droit ne devrait-il pas également venir d'en bas et non plus seulement d'en haut ? Le sens également comme signification. Le droit ne devrait-il pas être plus proche de ses destinataires afin d'être mieux accepté et appliqué ? Le développement de l'IA nous oblige à reconsidérer nos valeurs, nos acquis, autrement dit, nous oblige à comprendre et à améliorer notre propre intelligence. L'IA peut rendre le droit plus juste si elle permet de corriger les biais humains discriminants qui sont présents parfois dans la loi comme dans les décisions. À cette fin, le recours à l'éthique est séduisant. Outre le dépassement des particularismes nationaux, l'éthique nous promet un droit flexible, favorable au développement de l'IA. Le cadre d'une soft law de l'éthique numérique, qui reposerait sur l'adhésion volontaire et l'absence de contraintes, semble donc tout indiquer. On ne s'étonnera donc pas des multiples initiatives publiques comme privées qui existent en matière d'éthique de l'intelligence artificielle. Au niveau public, de très nombreux rapports existent, ils sont tous favorables à l'instauration d'une charte éthique de l'IA, et tous ont de très belles professions de foi du type « l'IA doit être au service de l'homme et des valeurs humanistes ». L'IA doit augmenter l'homme plutôt que le supplanter. Les entreprises privées du numérique ne sont pas en reste sur l'enjeu éthique de l'IA. C'est le cas du partnership développé par les sociétés du GAFAM et qui a été mis en place, je cite, pour « to benefit people and society ». On retrouve la même idée d'engagement humaniste. Restons prudents face aux initiatives privées, car à court terme, il ne fait pas de doute que le message humaniste délivré en façade dissimule d'abord une volonté capitalistique d'attirer des investissements. Ce message humaniste permet en outre, il me semble, aux géants du web de détourner l'attention de leurs utilisateurs des vrais dangers actuels de l'IA, qui sont le respect de la vie privée et la collecte des données personnelles. Par ailleurs, et comme le relève un auteur, les sociétés de l'économie numérique risquent à moyen terme de récupérer le débat relatif à la réglementation de l'IA et risquent du coup d'imposer leur propre vision et de privatiser la conception de la norme. Il importe, je crois, que les instances traditionnelles n'abandonnent pas le débat de la réglementation de l'IA entre les mains des sociétés du web. L'objectif d'un droit plus juste est à ce prix. En conclusion, l'IA et le droit gagnent donc davantage à faire équipe pour s'enrichir mutuellement qu'à s'affronter. Ne perdons toutefois pas de vue qu'à l'instar de toute technologie, l'IA deviendra ce que l'homme décidera d'en faire. Au sujet de la bombe atomique, Albert Einstein déclarait, je le cite, « Il est manifestement évident que notre technologie a surpassé notre humanité. À nous, juristes et non-juristes, d'œuvrer pour que ces mots ne s'appliquent pas à l'intelligence artificielle. » Merci.